Aujourd'hui, on va parler de Rémi Cointreau qui a perdu environ 60% depuis les plus hauts et qui est revenu donc sur la méga chute de 2020, mais surtout sur des niveaux de 2017. On va voir si aujourd'hui c'est toujours très cher et c'est pour ça que le marché revalorise à la baisse par rapport aux perspectives, ou si c'est le moment où on est dans le creux de la vague et ça ne peut que remonter. Alors l'action était en baisse sur tout 2022 et une grande partie de 2023. Et 2023, on semblait avoir atteint un palier. Octobre, novembre, décembre, c'était relativement stable. On était sur une certaine stabilité des prix. Mais on vient enfoncer, on vient achever les deux sociétés principales de France qui sont Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Car, on avait déjà vu dans l'autre vidéo pour Pernod Ricard, Pékin lance une enquête sur les spiritueux européens. Rémi Cointreau et Pernod Ricard trébuchent en bourse. Donc globalement, c'est une enquête qui va voir pour potentiellement réduire l'apport ou en tout cas mettre des sanctions potentielles. Donc il n'y a encore rien qui est validé, qui est ferme, qui est inscrit dans le marbre, mais globalement, c'est quand même quelque chose d'assez lourd puisque si c'est un gouvernement entier qui décide de bloquer ou de restreindre les importations, forcément, c'est une énorme menace, c'est pire qu'un concurrent puisque l'État a tout pouvoir dans la région en question. Donc forcément, si jamais l'État est contre, s'il y a des lois ou des sanctions ou peu importe une contrainte, c'est inaliénable et on ne peut rien faire contre. Donc c'est une grosse part du marché potentiel qui peut s'effondrer. Toute la question est de savoir comment ça va impacter ces deux sociétés. On l'a vu pour Pernod Ricard et aujourd'hui la question se pose pour Rémi Cointreau car il semblerait qu'elle est un peu plus exposée à ce secteur-là plutôt que Pernod Ricard. Sur un autre article, on a un avis un peu contraire qui dit Rémi Cointreau a un fort potentiel en bourse malgré les craintes sur les ventes de cognac. Rémi Cointreau a actuellement un fort potentiel de hausse en bourse, d'autant que le prix de l'action a déjà été divisé par 2 par rapport au record historique inscrit en 2021 et que la valeur des stocks d'eau de vie est très importante. Alors oui, c'est vrai, il faut prendre en compte la valeur des stocks dans ces sociétés-là puisque forcément, on distille, on conserve et on stocke pendant des années et à la fin on a un stock qui a une certaine valeur marchande et ensuite on le vend. Donc même si la société ne parvient pas à vendre autant qu'elle aurait voulu, elle a des stocks qui sont là depuis plusieurs mois voire plusieurs années et donc forcément ça compte aussi dans le bilan. Maintenant c'est toujours pareil, si jamais personne n'en veut, la valeur marchande de ces biens-là peut être divisée par 2, par 3, peu importe, même s'il y a peu de chances que dans le monde entier, par exemple, du whisky ou du cognac connaissent une chute phénoménale divisée par 2 ou par 3, mais on peut toujours avoir une chute de 10, 20, 30% parce que c'était peut-être du cognac destiné, je ne sais pas, à la région asiatique, et si nous, en Europe, on n'est pas très fervent de ce genre de cognac, forcément, on voudra un discount par rapport à la valeur marchande. Donc, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle d'avoir des stocks qui fondent avec l'inflation, avec le fait que personne n'en veut. Bref, c'est à prendre en compte, mais attention, ce n'est pas tout beau tout rose non plus. Rémi Cointreau n'a pas fait d'étincelle au premier semestre de l'exercice 2023-2024 et les perspectives restent incertaines. Le géant français des spiritueux, Rémi Martin notamment, n'attendent pas de véritable rebond des ventes aux États-Unis avant 2025, ce qui fait relativement loin. Il y a tout 2024 à passer et pas avant. Donc même 2025, ça ne veut pas dire que le 1er janvier 2025 c'est reparti, ça peut repartir lentement. La visibilité reste faible dans l'immédiat alors que l'important marché américain a été lesté au troisième trimestre par une consommation des ménages plus molle, malmenée notamment par l'envolée des taux à long terme jusqu'en octobre dernier. Une intensité promotionnelle sans précédent, de lourdes dépenses ont été consenties en marketing et en communication, et l'évolution défavorable des taux de change ont aussi pesé sur les marges. Au final, les profits ont fondu de moitié à 0,13 milliards d'euros. Très mauvaise nouvelle ça par contre, parce que même si les taux de change, bon, ça peut aussi revenir dans l'autre sens, avoir des profits qui fondent de moitié, ça montre bien que le business n'est pas résilient, il peut prendre de sacrés points négatifs qui font que ça se ressent immédiatement sur le business entier. Une contre-performance massive, mais qui ne présente toutefois pas de surprise notable pour les investisseurs en actions qui avaient déjà été prévenus en amont de la publication à venir des mauvais chiffres. Alors oui, effectivement, c'était déjà dans les cours, c'était déjà pricé. Il n'empêche que le fait de confirmer une mauvaise nouvelle, ça reste quand même une mauvaise nouvelle, même si ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une chute encore de 50%, ça veut juste dire que ce qu'on craignait se réalise réellement, donc on n'aura pas de profit immédiat, pas avant au moins 2025, et que l'action va forcément être revalorisée, le prix de l'action va être revalorisé, puisque si derrière ce qu'on pensait être une mauvaise nouvelle est confirmé comme une tendance mauvaise, ça ne peut que inciter les investisseurs à partir momentanément, même si on croit en la valeur sur le long terme et qu'on croit que l'alcool restera là encore pendant des années.
on peut se dire que momentanément, on peut aller par exemple sur l'intelligence artificielle ou autre, et se dire qu'on reviendra dans quelques mois si jamais la tendance inverse se confirme et qu'on voit poindre des nouveaux résultats qui sont positifs. Rémi Cointreau a vu sa marge opérationnelle fondre. Déjà fin octobre, Rémi Cointreau avait dévoilé un lourd repli, moins 22% à périmètre de taux de change constant, et un chiffre d'affaires semestriel avec notamment un plongeon vertical, moins 30% de l'activité du cognac, fortement contributrice au compte du groupe. Alors oui, le gros inconvénient étant que le cognac, la vente de cognac est une forte marge, enfin un fort pan de la société, et surtout un chiffre d'affaires en plongeon. On peut avoir des taux de change, des marges, etc. qui fondent parce qu'on a une conjoncture. Le chiffre d'affaires, c'est directement les ventes et les parts de marché. Donc, un chiffre d'affaires, un plongeon de 30%, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque quand les marges fondent, c'est récupérable, c'est peut-être les taux de change, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, on ne peut plus passer par un certain pays parce qu'il y a une guerre ou un conflit et qu'on est obligé de faire des détours, donc le prix du transport monte un petit peu, mais on sait que sur le long terme, ça va se résoudre, ça va s'optimiser, le transport va se réguler et que globalement, même si on ne revient jamais à la normale, forcément, après on va mettre en place un trajet, on va faire des alliances avec des nouveaux pays ou des nouveaux transports. Bref, en général, on arrive à faire fondre sur le long terme ce genre de choses. Quand c'est un chiffre d'affaires, ça veut directement dire que vous ne parvenez plus à vendre. Alors, ou parce que la marque est mal vue, ou parce que vous n'avez pas compris les stratégies qui arrivent, la nouvelle mode, vous n'êtes pas dans les bons pays, ou vous n'êtes pas en train de vendre le bon alcool aux bonnes personnes, aux bonnes sociétés, peu importe. Souvent, le chiffre d'affaires, c'est quand même une mauvaise gestion, une mauvaise compréhension de l'économie actuelle, de ce que veulent les consommateurs, et de là où vous pourriez être et ce que vous pourriez apporter justement pour dominer le marché. Cependant, l'article conclut, Rémi Cointreau a un fort potentiel d'appréciation en bourse. Cette cible de 167 € pour l'action Rémi Cointreau laisse entrevoir un potentiel de hausse massif après un cours de bourse divisé par 2 depuis le record historique inscrit en décembre 2021. Découvrez dans Momentum, la lettre d'investissement premium de capital sur la bourse, notre analyse complète et notre scénario sur les perspectives de l'action Rémi Cointreau. Nos lecteurs ont pu réaliser des gains significatifs sur de nombreuses actions ces derniers mois, y compris pendant la phase de forte baisse, la bourse de Paris, etc. Donc là, forcément, il dit que l'action descend fortement, qu'on a des soucis, mais que du coup ça pourrait être revu à la hausse. Alors en effet, alors que Rémi Cointreau s'attend à un recul de 15 à 20% hors impact des acquisitions d'effets de change, la société tape sur un recul maîtrisé de la marge opérationnelle courante avec 0,1 milliard d'euros d'économie de coûts en vue. Oui, on a beau faire 0,1 milliard d'euros d'économie, si derrière on n'arrive pas à vendre et que le chiffre d'affaires s'effondre, ça reste quand même une mauvaise nouvelle. Pour Rémi Cointreau, la dynamique devrait être a priori plus favorable au printemps prochain, souligne TP Clap. En attendant, la valeur des stocks d'eau de vie constitue un soutien appréciable à la valorisation, 85,8 € par action, dans le modèle d'évaluation du courtier contre un cours de bourse de près de 109 € actuellement, souligne TP Clap qui a un objectif de 167 €. Alors comme on le disait tout à l'heure, les stocks c'est très bien, mais si les stocks prennent moins 20 ou 30% parce que personne n'en veut, parce que c'est de l'eau de vie japonaise, parce que c'est ce qu'ils aiment là-bas, plus épicé, et que nous en Europe on n'aime pas, ou le contraire, peu importe, dans tous les cas, le stock, attention, n'a pas une valeur fixe dans le temps, il peut très bien descendre. Et puis au bout d'un moment, les stocks c'est plus pénalisant qu'autre chose. Si vous n'arrivez pas à les vendre, par exemple sur 1, 2, 3 années, eh ben vos 85 € se déprécient puisque techniquement ils vous coûtent en loyer, en stockage, en entrepôt, en conditions, à payer un vigile. Bref, on comprend tout de suite que les 85 € statiques ne sont pas à une bonne rentabilité s'ils sont justement statiques et que derrière vous payez pour les garder, les entretenir et les transporter. Donc 85 €, oui, mais ce n'est pas à prendre net pour la part du groupe. Et encore une fois, 85 €, c'est très bien si c'est la valorisation de la société à la casse, mais si le chiffre d'affaires s'effondre et que Rémi Cointreau se met à vendre au rabais ses stocks parce qu'il veut absolument, je ne sais pas, payer les intérêts ou peu importe, ou tenter une manœuvre de dernière chance, il va écouler et brader les stocks pour pouvoir avoir de l'argent qui rentre dans les caisses et relancer le business. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement des capitaux, des stocks, etc. qui sont au-dessus idéalement du cours de l'action, mais en plus des perspectives prometteuses qui permettent de dire oui, le chiffre d'affaires et la marge et l'argent qui va rentrer dans les prochaines années va être positif et en croissance. Si on regarde du côté des ratios, on a le chiffre d'affaires ici qui est en hausse depuis de nombreuses années avec un énorme pic en 2021-2022, ce qui fait que ça a justifié les cours qui étaient phénoménaux. Mais on a un chiffre d'affaires là 2022 et 2023 qui est en augmentation alors que le cours de bourse baissait. Pourquoi ? Pour ça, encore une fois, il faut étudier les rapports financiers, écouter les conference calls, voir pourquoi, essayer de s'interroger un petit peu et de s'intéresser à la macroéconomie, comme par exemple quand des gouvernements mettent justement un frein potentiel à l'activité. Si on regarde au niveau des bénéfices nets, les bénéfices nets sont en constante augmentation, ce qui est une très bonne chose, avec 212 millions et presque 300 millions en 2023.
Au niveau des marges nettes, la marge nette est relativement bonne puisque on n'est quand même pas du tout dans la tech et globalement vous avez des dépenses de réinvestissement à prendre en compte pour justement racheter les stocks d'alcool, etc. Donc on est sur une bonne marge et on voit qu'on s'améliore depuis 2-3 années, on passe de 14 à presque 20%, ce qui commence à être vraiment sympa ici, à savoir si on pourra le tenir ou non, mais là ici on commence à avoir une bonne stratégie qui paye. Si on regarde au niveau du nombre d'actions, le nombre d'actions est en augmentation, ce qui veut dire qu'on dilue l'actionnaire. C'est pas une très bonne nouvelle, même si depuis 2006, on passe de 45 millions à 50 millions, donc on a à diluer à un peu plus de 10%. Ce n'est pas très grave, même si j'aurais préféré qu'on soit à 0, voire qu'on rachète des actions. Mais si on dilue à un peu plus de 10-12% l'actionnariat, mais que derrière, on arrive à multiplier par 2, 3, 5, 10 les marges et l'argent qui rentre, ce n'est pas un problème. Au niveau du screener 2, si on regarde au niveau du rocher, le rocher est vraiment pas mal pour une société dans ce domaine-là, voire même un petit peu haut, ce qui est une très bonne chose, puisque du 11% et depuis quelques temps 13 et 17%, c'est pas mal, ça veut dire que derrière on réinvestit bien, qu'on fait circuler l'argent et potentiellement qu'on a derrière un avantage concurrentiel, un peu comme Pernod Ricard. D'ailleurs, ce sont deux leaders, Rémy Cointreau et Pernod Ricard, qui gèrent plutôt bien leur marque et surtout l'image premium que renvoie leur marque respective auprès du grand public. Si on regarde par contre au niveau des free cash flow, moi ce qui m'embête c'est qu'on stagne, et voir si on compare par exemple entre 2006 et aujourd'hui, on est en descente. Alors ça peut être une mauvaise année, puisque si on avait pris juste là 2022, on serait au-dessus, mais globalement on voit bien que depuis 2005-2006, on n'a pas fait grand-chose. Alors oui, les bénéfices nets augmentent, mais les free cash flow, donc le vrai argent qui reste dans la société, lui, stagne. Donc on n'a pas de croissance techniquement. Je rappelle toujours, la différence entre les free cash flow, il y a plein de petites subtilités qui font, mais pour que vous compreniez, globalement, on prend un exemple flagrant. Vous tenez une boulangerie, vous avez fait 1 million de bénéfices à la fin de l'année, donc bénéfices, c'est bien l'argent qui reste dans vos caisses puisque vous avez payé les charges, le loyer, etc. Il vous reste 1 million et vous vous dites je vais acheter un nouveau four à pain plus performant, plus gros, je ferai plus de baguettes en une fois, il est plus économique en plus, donc comme ça la facture d'électricité sera moins chère. Bref, vous achetez un nouveau four à 900 000 euros, et bien sur la valeur comptable, vous avez fait 1 million de bénéfices sur l'année, ce qui est une très bonne chose, mais dans les caisses, il reste réellement 100 000 euros, puisque vous avez 1 million et vous avez payé un four à 900 000. Donc 1 million moins 900 000, il vous reste 100 000 euros. Ça, c'est le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans les caisses techniquement, avec lequel vous pouvez encore faire d'autres choses, verser un dividende, payer un extra à quelqu'un, réinvestir autre chose. Mais comptablement, on comptera que vous avez gagné 1 million d'euros sur l'année. Et ce qui est vrai, vous avez fait 1 million d'euros de bénéfices sur l'année. L'entreprise s'est enrichie d'1 million d'euros, même si maintenant techniquement, les 1 million d'euros ont été réinvestis dans un four à pain, donc vous avez plus que 100 000 euros et un four à pain d'une valeur de 900 000 euros, donc vous avez quand même augmenté le bilan de la boîte, vous avez quand même fait des profits et vous êtes plus gros que l'année dernière, mais globalement, il y a une dépense qui était peut-être obligatoire, parce que peut-être que votre four à pain, c'était pas parce qu'il était plus gros, plus économe, et c'est une bonne stratégie, c'est peut-être parce que votre ancien four à pain était en train de tomber en panne trop souvent et que c'était nécessaire de le changer, sauf que si vous devez faire ce genre d'investissement tous les 2-3 ans, bah vous ne faites pas réellement 1 million chaque année, vous faites une année sur 3, déjà vous avez 0 ou seulement 100 000 euros. Donc ce qui représente beaucoup plus l'argent qui reste dans les caisses, c'est le free cash flow, et bien souvent, les gens regardent uniquement le bénéfice net et le bénéfice net par action, or le free cash flow est vraiment l'argent qui reste dans la société. Donc si vous avez ici 81 millions d'euros et ici 90 en 2 décennies, ce n'est pas forcément génial. Donc moi ici j'aurais mis déjà mauvais point, même si le reste est pas mal du tout, mauvais point. Au niveau du price to free cash flow, forcément, on est passé en négatif puisque le semestre n'était pas très bon, mais globalement, on voit bien qu'on monte depuis des années et que la marque a un premium parce qu'on paye 70, 80, 100 fois le price to free cash flow, ce qui est énormissime. Même ici, quand on paye 48 fois le free cash flow, ça veut dire que techniquement, il vous faudra 48 exercices fiscaux à ce rythme-là pour récupérer l'argent au niveau de la société. Si on passe au screener 3, le screener 3, on affiche le PER. Et là, on se retrouve avec un des PER les plus bas qu'on ait jamais eu, puisqu'on avait touché ici en 2014, et avant, c'était en 2010. Mais globalement, avant, on était un PER qui était bien au-dessus, aux alentours de 30. 30, c'est relativement haut. Oui, effectivement, on paye le premium, puisque Rémy Cointreau fait un peu partie, alors je ne vais pas dire des valeurs du luxe, mais qui ont une bonne notoriété, qui sont vues comme étant un peu prestigieuses de la part du grand public. Donc souvent, un peu comme les Ferrari, etc., on met un PER, les gens associent le fait que, oui, la marchandise qui est vendue est un peu premium, est un peu chère,
donc la société doit se valoriser avec un premium en plus, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque vous pouvez avoir une société qui fait du luxe ou du pseudo-luxe et qui derrière gère complètement mal ses finances et qui ne mérite pas un PER élevé. Ici, un PER de 30, pour moi, c'est élevé, puisque surtout que alors oui, il y a un premium sur la stabilité en général quand on vend de l'alcool, puisqu'on est normalement une entreprise mature dans un secteur mature, sauf qu'on verra que Rémy Cointreau, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des années avec et des années sans, on l'a un peu vu là dans les ratios, mais aussi on verra que par exemple, quand on est fortement exposé aux pays asiatiques, la stabilité, c'est pas trop ça, parce que suffit qu'il y ait la moindre mesure qui vous bloque ou qui vous freine, vous pouvez dire adieu à la stabilité et vous êtes obligé d'aller trouver de nouveaux pays. Si on revient ici au niveau de la dette, au niveau de la dette, c'est très bien puisqu'on voit qu'on diminue la dette, qu'on arrive presque même à l'équilibre, ce qui est pas mal, et on s'est réendetté un petit peu, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, à aller voir pourquoi, parce que si c'est pour payer les factures, c'est une très mauvaise chose. Maintenant, si c'est pour acquérir un concurrent, refaire des stocks, peu importe, ce n'est pas une mauvaise chose. S'endetter n'est pas une mauvaise chose en soi, il faut savoir pourquoi et si l'argent est bien utilisé ou non. Au niveau des capitaux propres, si on regarde, on est en constante augmentation, ce qui est une très bonne chose, donc là, rien à dire. Au niveau de la capitalisation, sans surprise, on a eu une énorme hausse et on l'avait dit depuis 2021, ça redescend et on arrive à un niveau qui est historiquement bas puisqu'on arrive au même niveau de 2016. Oui, on n'arrive pas au même niveau qu'on avait sur le graphique tout simplement parce qu'il y en a un où c'est le prix de l'action et l'autre c'est la capitalisation totale. Quand vous regardez ici, on arrive au niveau de 2016 et si on regarde au niveau du graphique, si j'enlève ici, on arrive au niveau de 2020, voire de 2017. Sauf que en 2017, il y avait eu de la dilution entre-temps. Donc ici, on a juste le prix de l'action, mais si demain, Rémy Cointreau dilue massivement l'actionnariat, eh bien, vous aurez un prix qui chutera, puisque la part de chaque action, comme il y aura plus de parts dans la société, le prix de chaque action va baisser, mais la capitalisation, elle, ne changera pas. Donc, ce qui est mieux de regarder, c'est la capitalisation pour voir sur quel réel niveau nous revenons. Et le dernier en date était octobre 2016. Donc aujourd'hui, vous achetez Rémy Cointreau, normalement, au même prix ou à la même valeur, à la même valorisation de la part du marché, que le marché le voyait en novembre ou octobre 2016. À savoir si est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que vous faites un premium énorme, vous avez des années d'avance, vous faites un discount de plusieurs années, ou est-ce que ce que les gens croyaient être une très bonne affaire, aujourd'hui le marché s'en rend compte et revalorise extrêmement bas parce qu'on va vers un avenir sombre et qui n'est absolument incertain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on atteint des niveaux qui sont aberrants et qui sont extrêmement bas. C'est toute la question que vous devez vous poser et même si là je vous donne un petit peu des informations avec des ratios, que j'essaie de vous aiguiller un petit peu sur ce qui est à regarder, il faut absolument que vous alliez lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, écouter la stratégie de l'équipe dirigeante, de savoir s'ils sont confiants ou non, de mettre aussi en face de ça avec votre propre avis, puisqu'une équipe dirigeante est très souvent confiante de sa capacité à pouvoir relever les défis et à faire croître l'entreprise. Vous devez mettre ça en face derrière des conflits géopolitiques, de ce que vous savez du secteur, de ce que vous avez étudié aussi auprès des concurrents, de savoir comment les concurrents se comportent et ce qu'ils visent comme part de marché, comme nouveaux continents, etc. Vous faire votre propre avis pour justement bien dormir la nuit. Si on regarde ici par rapport au rapport annuel 2022-2023, on peut voir ici qu'on a les États-Unis et spiritueux depuis les croissances depuis 20 ans. Là, ailleurs, les liqueurs et spiritueux surperforment dans l'ensemble des régions, tandis que le cognac affiche une bonne croissance soutenue par la reprise de la Chine et en Europe. Pour finir, nous sommes en avance sur certains indicateurs clés de notre plan stratégique à 10 ans, notamment la marge brute et la marge COP, pardon. On a ici derrière, donc on voit au niveau de la Chine, donc la reprise de la Chine, ce qui est bien une bonne croissance, mais globalement si aujourd'hui on se retrouve avec des pays asiatiques qui commencent à mettre un peu le frein, ça pourrait être une mauvaise chose, et comme ça peut être un secteur qui est qui représente une forte part de Rémy Cointreau, ça pourrait poser problème. Si on regarde dans un autre rapport de Rémy Cointreau, on a ici le groupe, donc le chiffre d'affaires total. Au niveau des Amériques, 780, donc 50% des ventes. Et si on descend ici, on a l'Asie-Pacifique qui représente quand même 33% du chiffre d'affaires. Donc si vous commencez à avoir ici des freins, c'est potentiellement 33%. Alors même si ça représente toute l'Asie-Pacifique, il faudrait voir la part de chacun. Mais globalement, ça peut quand même être impactant sur le groupe. On voit ici que d'ailleurs on était remonté plus 25%. Et ici, on était un petit peu redescendu, ce qui fait que si derrière, on a des potentielles sanctions, ça pourrait vraiment faire très mal à Rémy Cointreau, qui en plus dégage un free cash flow relativement constant depuis de nombreuses années. Donc pour moi, effectivement, alors ce sont des pseudo-sanctions, ça ne veut pas dire que ça va être appliqué, ça ne veut pas dire que ça va être un zéro absolu de droit de vente, ça veut dire qu'il va pas y avoir quelques freins, donc ce n'est pas non plus tout à jeter. Mais pour moi, Rémy Cointreau étant
peu diversifié et arrivant à peine à faire de la croissance, un petit peu, mais une croissance relativement molle, avec donc par contre de bonnes marges, une légère dilution. Pour moi, je préfère largement m'orienter sur du Pernod Ricard qui est plus diversifié, qui pour moi gère un petit peu mieux ses marges, son endettement et qui surtout n'est pas aussi impacté, qui est un groupe également plus gros et qui n'est pas impacté par ce genre de mesures ou très très peu puisqu'ils sont beaucoup plus diversifiés. Vous pouvez avoir un avis contraire et si jamais vous voulez l'argumenter, vous pouvez le mettre dans les commentaires, je serai ravi d'en débattre avec vous, mais pour moi, avec les éléments que j'ai, je ne vais pas aller creuser beaucoup plus loin dans les rapports financiers puisque j'ai plein d'autres entreprises à regarder, mais globalement, au vu des chiffres et comme j'ai aussi vu qu'il y avait un petit peu mieux dans le même secteur, je vais plutôt creuser le rapport financier de Pernod Ricard, étudier un petit peu toute la stratégie de fond parce qu'il me semble que la société sera mieux et a de meilleures perspectives dans un avenir proche. Je reverrai peut-être ma copie dans 5 ou 10 ans, mais globalement, je préfère d'abord aller sur ce qui est pour moi le leader, et si jamais ça ne me plaît pas, je viendrai ensuite sur Rémi Cointreau et sur d'autres. Mais si jamais ça me plaît ce que je vois sur Ricard, il se peut que je rentre en position. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!